Donc, bienvenue pour ce 43e hub de Keran. Un hub, comme vous le savez, c'est un temps qui nous est consacré pour s'inspirer, pour débattre sur des sujets parfois pointus, parfois un peu insaisissables, des sujets émergents. Et ces hubs s'adressent à nous tous, à vous toutes et tous, collaborateurs et collaboratrices de Keran. Euh, c'est des moments auxquels on est heureux aussi d'associer nos partenaires proches. On a invité pour ce hub voilà, un certain nombre de partenaires qui nous ont rejoints et auxquels on souhaite aussi la bienvenue. Ces moments nous appartiennent, c'est-à-dire qu'ils vous appartiennent, et c'est véritablement le moment de poser vos questions sur le chat, mais aussi à la fin directement aux intervenants. Donc d'en faire un moment utile par rapport aux questions que vous pouvez vous poser, à la résonance que ça peut avoir par rapport à vos métiers et à vos pratiques. Euh, Ça vous appartient et on vous encourage aussi à parler du hub après, à parler du hub entre vous, à parler du hub à ceux qui n'ont pas vu le hub à encourager à voir le replay aussi, puisque ces hubs sont enregistrés et filmés et qu'on vous rediffuse après, qu'on vous repartage le lien. Et puis, on vous encourage aussi à proposer vos idées pour les prochains hubs. On est toujours très heureux quand on peut organiser avec vous, avec les différentes équipes, ces moments qui sont toujours enthousiasmants. On souhaite aussi la bienvenue à nos invités, à nos intervenants. Et puis, on est d'autant plus heureux de vous retrouver aujourd'hui que la préparation de ce hub a été périlleuse jusqu'au bout et qu'on doit au talent de nos collègues de l'informatique la possibilité de maintenir ce rendez-vous. Donc, un grand merci et un grand bravo aux équipes de la DSI. Alors, place au sujet du jour. Le sujet dont on souhaitait parler aujourd'hui, vivant quand la nature reprend ses droits, c'est une question qu'on peut aborder sous plein d'angles différents. Et alors, moi, j'ai appris, par exemple, en préparant ce hub, que les Romains faisaient déjà une place à la nature dans leurs droits. Toutefois, comme la nature n'avait pas la possibilité d'occuper sa place comme un autre citoyen, difficile de savoir comment nous avons des libertés d'action. attention au micro, pardon, merci. La nature ne pouvait pas avoir de devoirs, elle n'avait que des droits. Et donc, à ce titre, le droit romain avait prévu d'exercer une forme de tutelle finalement sur la nature. Et sans doute, on a hérité cette position un petit peu surplombante vis-à-vis d'une nature qui aurait des droits à respecter, mais dont on serait d'une certaine façon les garants. Et peut-être que ça se traduit dans nos projets au quotidien comme une perception de la nature comme étant une contrainte à protéger à travers des sites, des aires naturelles, des zones Natura 2000, à travers la protection de certaines espèces menacées, à travers finalement des entités remarquables et un caractère un petit peu exceptionnel de cette nature auquel il faudrait qu'on redonne la place dans le respect de la fameuse séquence éviter, réduire, compenser. Et donc la question qui nous interpellait aujourd'hui, c'est et si on était capable d'inviter le vivant dans nos pratiques, dans nos institutions, dans nos entreprises, euh, d'entendre différemment les intérêts de ces fractions de la nature, d'une nature aussi peut-être considérée comme plus banale et plus ordinaire. Euh, et pour ça, on a retrouvé, par exemple, dans la voix de James Lovelock, qui s'est rendu célèbre à la fin du siècle dernier pour son hypothèse de Gaïa, euh, un plaidoyer pour une représentation syndicale du vivant. Et quelque part, c'est cette approche-là qui nous a aussi inspirés et interpellés. Et on s'est demandé donc d'où on partait aujourd'hui et où est-ce qu'on pourrait aller avec cette question de la place du vivant dans nos projets et de la capacité de la nature à reprendre ses droits dans nos pratiques professionnelles, dans nos métiers et dans nos sociétés. Alors, pour aborder ce sujet complexe, on a invité aujourd'hui Cyril Vallet. Cyril Vallet qui est ingénieur et qui mène aujourd'hui une thèse de doctorat à l'Université de Genève et avec l'Université de Lyon
autour de la question de la protection juridique du vivant. Il nous en parlera plus particulièrement. Et Cyril, qui en plus nous connaît bien, très bien, puisque Cyril, tu étais passé chez SCE il y a une dizaine d'années. Cyril viendra nous partager une sorte de benchmark, de tour d'horizon des pratiques de protection juridique du vivant à l'international, et avec une approche comparée qui nous servira de mise en condition d'entrée en matière dans le sujet. Ensuite, vous le savez, à chaque fois sur nos hubs, on cherche aussi à valoriser, à témoigner, à partager de ce qu'on est déjà capable de faire. Et là-dessus, alors évidemment, nos collègues du domaine environnement et biodiversité de SCE auraient eu beaucoup à nous partager, et on les attend aussi pour les questions et les échanges à la fin de ce hub. Mais cette fois, c'est Sébastien Thorin qui va nous partager un travail original sur le développement d'indices de rareté pour valoriser de la biodiversité qu'on considère habituellement comme ordinaire. Et puis enfin, on passera du temps avec Louis Augereau autour d'une expérimentation qui a été développée par Démocratie Ouverte. Alors, Démocratie Ouverte qui sera malheureusement absent puisque Amandine Ilolo, qui devait intervenir en tandem avec Louis Augereau, a eu un empêchement. Mais Louis donc, nous partagera une expérimentation autour de micro-parlements du vivant qui nous semble particulièrement inspirante et sur laquelle on s'interroge très concrètement aussi sur la possibilité d'avoir peut-être des terrains d'expérimentation à l'échelle de nos métiers, de vos métiers. Donc, on vous encourage vivement aussi à vous projeter dans ce qui sera présenté par Louis Augereau pour que ça nourrisse la suite de nos débats. Je leur donne tout de suite la parole. Je me réjouis de démarrer ce 43e Hub avec vous, et j'en profite quand même pour remercier l'équipe complice sur l'organisation et la préparation de ces Hubs, en particulier Julie Ferrero, qui est l'instigatrice historique de ces temps de rendez-vous, Marine Legal et Rose Nicolo à la com. Et puis, donc, notez bien vos questions. Je donne tout de suite la parole à Cyril Vallet. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez, ça marche? On vous entend très bien. Super. Merci bien pour cette invitation. Donc, moi, je suis très content d'être là. Est-ce que pour les diapos, donc c'est Marine qui va les changer, ou est-ce que j'y arrive comme ça? Ah non, j'y arrive peut-être. Non. Non, on les fait passer. Vous nous dites et on fera avancer. C'est bien, parfait. Donc, je suis très content d'être là, puisqu'effectivement, bon, j'ai déjà travaillé il y a quelques temps chez SCE, et que pour moi, l'idée de cette thèse, voilà, c'était de me positionner en tant qu'ingénieur sur qu'est-ce que pouvait être cet nouvel outil dont on entend parler un peu de la personnalité juridique des fleuves et des droits de la nature. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que j'ai lancé ma thèse. Donc, je pense qu'on peut faire défiler les diapos. Voilà, donc je suis en 3e année de thèse aujourd'hui. Donc, spécifiquement, mon sujet, c'est sur le Rhône, avec la dimension franco-suisse. Mais comme vous le savez, voilà, j'ai 15 ans d'expérience donc, en gestion intégrée de la ressource en eau avec mes premières années chez SCE, et principalement du schéma directeur jusqu'à la supervision de chantier, et plutôt à l'international. Voilà. Au niveau de la présentation, donc j'ai fait une présentation en 2 parties, un petit peu une définition, une présentation des droits de la nature, et après je vous présenterai quelques cas à travers le monde, comme ça, pour vous présenter un petit peu ce qui peut se faire. Diapo suivante, s'il te plaît, merci. Alors, au niveau des droits de la nature, donc d'abord, c'est voilà, un concept qui est remis au goût du jour en 1975, 72-75 par Stone. Et c'est entre autres par rapport au développement d'une station de ski où on doit couper des arbres. Et Stone, dans un écrit plutôt académique, dit « mais si les arbres pouvaient s'exprimer, les arbres diraient qu'ils ne veulent pas être coupés ». Puis après, voilà, on a l'animisme juridique en France, donc qui est présenté par Marie-Angèle Hermite, plutôt à la fin des années 90, et dont le but est effectivement de dire mais la nature peut s'exprimer, et là-dessus, elle caractérise plusieurs types d'animisme.
dont un animisme juridique à base scientifique, qui est plutôt ce qui nous intéresse. En 2008, voilà, il y a la nouvelle constitution en Équateur qui parle de la Pachamama. Et puis après, à partir de là, ça s'inscrit dans différents textes de loi. Donc en 2010, il y a la Déclaration universelle des droits de la nature qui est reprise en Bolivie. En 2017, c'est là où on arrive sur 3 grandes rivières. Donc en Nouvelle-Zélande, la rivière Wanganui, en Colombie, la rivière Atrato, et en Inde, le Gange, donc 3 rivières où on reconnaît que c'est des rivières qui ont la personnalité juridique. Puis en 2022, sur la lagune de la Mar Menor en Espagne, et donc ça c'est un cas qui est intéressant pour nous Européens, puisque ça s'inscrit avec la directive cadre dans un schéma juridique qu'on connaît plutôt bien. Diapo suivante, voilà. Donc, les droits de la nature, la définition, je vous la cite comme ça, c'est vraiment pour la nature, quels que soient les types de vie, d'exister, de persister, de maintenir et de régénérer son cycle vital. C'est la définition qui est présentée par le GARN, qui est l'Alliance internationale pour les droits de la nature. Et il y a différentes façons de mettre en opération ces droits de la nature, dont la personnalité juridique. Et avec l'idée que la personnalité juridique, voilà, c'est la possibilité pour la nature donc de déposer plainte ou d'assigner en justice, de signer des contrats et d'être propriétaire, de posséder, et en particulier d'être propriétaire de l'eau qui coule dans son fleuve. On peut évidemment faire un parallèle avec les droits des entreprises. Pardon, diapo suivante. Merci. Donc, à partir des droits de la nature, on peut décliner au niveau des droits des rivières. Et là, je pense qu'on peut tout afficher d'un coup. C'est une déclaration des droits des rivières donc, qui est disponible en ligne et où il y en a 6 voilà, qui s'affichent là. Et donc, c'est un plaidoyer par les différents militants des droits de la nature et des droits des rivières, avec le fait de s'écouler librement, par exemple, de ne pas être pollué. Donc, j'allais dire, il y a des droits qui, techniquement ou scientifiquement, nous parlent assez facilement. Voilà, le droit de ne pas être pollué, on va se dire, bon, on va faire des stations d'épuration. Après, si on passe sur la pollution diffuse, on a un peu plus de mal à voir comment on peut le respecter. Le droit de s'écouler librement, donc par rapport à la mobilité latérale des cours d'eau ou la mobilité amont-aval par rapport au barrage. Donc, c'est des choses qui nous parlent. C'est sûr que le deuxième droit, qui est le droit de remplir les fonctions essentielles dans son écosystème ou le droit d'être alimenté par des aquifères durables, on a peut-être un peu plus de mal à transformer ça d'un point de vue technique au niveau de qu'est-ce que ça pourrait être. Diapo suivant, s'il vous plaît. Alors, évidemment, voilà, le droit des rivières, la question, ça va être comment est-ce qu'on les met en œuvre, donc vraiment concrètement, en particulier sur ceux qui sont très holistiques, comme remplir les fonctions essentielles. C'est évidemment qui peut représenter la rivière, donc qui va exprimer le besoin de la rivière. Dans une entreprise, j'allais dire, on peut avoir le patron ou le conseil d'administration qui exprime la vision de l'entreprise, sachant qu'évidemment, la vision de l'entreprise et la vision du patron, ce n'est pas la même chose. Et là, il faut effectivement trouver un parallèle sur la rivière. Et après, c'est quel écosystème concerné. Enfin, voilà, en tant qu'ingénieur, on sait tous que la rivière, c'est très, très vague. Et puis, surtout, du coup, le dernier point, c'est finalement, encore une fois, s'il vous plaît, c'est quelle est la plus-value par rapport aux droits de l'environnement actuel, que ce soit en France ou à l'étranger, puisque c'est quand même ça la question principale. Donc là-dessus, je vais vous présenter quelques cas différents avec tout d'abord, si on passe sur la diapo suivante, voilà un site qui vous présente ecojurisprudence.org. Donc ça, c'est une carte qui répertorie les différentes initiatives de droit de la nature. C'est une carte participative, donc chacun enregistre son action. Donc c'est vrai que ce n'est pas 100% que des actions de droit de la nature. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des autres qui ressortent où il n'y a vraiment pas
d'actions liées aux droits de la nature, donc par exemple en Afrique ou au Moyen-Orient ou en Chine. Et puis, il y a des zones où il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et en fait, c'est surtout en Amérique latine, quand on zoome, on voit qu'il y a beaucoup d'actions. Et c'est énormément lié, je pense, à la cosmologie, à la vision des peuples premiers. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, on va tout d'abord aller au Wanganui. Donc, c'est la rivière qui est au sud de l'île du Nord, là, qui est entourée en rouge. Puis après, on va aller sur la Colombie. Donc, la Colombie, c'est l'Atrato avec une rivière qui circule du sud vers le nord et qui se jette dans la mer des Caraïbes. Et enfin, sur la Mar Menor, donc, qui n'est pas un fleuve pour le coup, mais qui est un écosystème aquatique en bord de mer, un peu comme les étangs au bord de Montpellier. Alors, sur la diapo suivante, je vous propose de revenir sur qu'est-ce qui a été qualifié dans les lois. Donc, tout d'abord, sur la Wanganui, on parle d'un tout vivant indivisible ayant les droits, pouvoirs, devoirs et responsabilités d'une personne juridique. Et un peu plus tard dans la loi, on parle d'une entité vivante et personne légale. Donc, c'est vraiment des termes qui sont très forts et qui nous sortent de la partie uniquement technique dans laquelle on a l'habitude de travailler quand on parle des rivières. Sur l'Atrato, on parle d'une entité sujet de droit. Et l'Atrato, dans le texte qui a été produit par la justice, il y a une existence des droits bioculturels des peuples premiers. Donc là, il y a un lien entre le fait que la culture locale des peuples premiers est basée sur l'Atrato et que du coup, quand on attaque l'Atrato, on attaque en fait les peuples premiers directement. Et sur la Mar Menor, le dernier point, c'est un sujet inséparablement biologique, environnemental, culturel et spirituel. Donc, on voit bien là qu'on n'est pas dans une opposition de l'homme à la nature ou de la nature à l'homme, mais vraiment dans les objets socio-écologiques qui lient à la fois l'homme et son environnement. Diapo suivante, donc c'est pour discuter un petit peu de qui peut s'exprimer au nom des fleuves. Donc, c'est souvent ce qu'on appelle les gardiens et les gardiennes des fleuves. Donc, sur la Wanganui en Nouvelle-Zélande, il y a un binôme qui a été monté avec un représentant du gouvernement néo-zélandais d'un côté et un représentant des tribus maoris de l'autre. Et donc, ces personnes s'expriment ensemble au nom du fleuve. L'Atrato, c'est pareil, c'est un représentant du gouvernement, mais là, 14 membres des communautés locales qui sont répartis tout le long du fleuve. Et sur la Mar Menor, on est plutôt sur un tutorat où en fait, il y a 3 commissions avec une commission des représentants locaux, donc à la fois les administrations publiques et les citoyens riverains, une commission de suivi des droits et un comité scientifique. Quand on étudie ces reconnaissances de la personnalité juridique, il y a la question de quel a été le processus de cette reconnaissance. Donc, tout d'abord, sur la Wanganui, c'est une négociation et après, c'est un processus législatif. Donc, il y a une demande des Maoris, puis négociée au niveau du Parlement. L'Atrato, c'est une reconnaissance par la Cour constitutionnelle, donc c'est une voie juridique. Et sur la Mar Menor, on est sur un système d'initiative législative populaire, donc l'équivalent d'une loi proposée par pétition et qui passe au Parlement. Donc, on a 3 approches qui sont assez différentes. Ce qui nous emmène à nous poser la question en fait sur les motivations et pourquoi dans chaque pays on a amené à cette reconnaissance juridique. Alors tout d'abord sur le Wanganui, c'est en fait un processus pour régler les tensions internes liées à la colonisation. Ça a souvent été mis au début quand c'est sorti en 2017. On a dit très bien, on donne la personnalité juridique et on a une démarche écocentrique. Mais en fait, quand on discute localement et quand on regarde toutes les analyses, on voit bien que les gens ne pensent pas que ça a été fait pour ça, mais vraiment plus dans un processus de décolonisation entre des colons blancs ou des descendants de colons qui s'étaient appropriés la rivière et des Maoris qui n'y avaient plus d'accès. Et du coup, la couronne ou le gouvernement n'a pas voulu perdre cet accès-là ou donner la propriété de la rivière au peuple local. Et donc, ça a été décidé qu'on donnait la propriété
à la rivière elle-même, finalement. Comme ça, personne ne l'avait, sauf la rivière. Au niveau de Atrato, en fait, la saisine de la justice a eu lieu par les peuples locaux dans le cadre d'une crise sécuritaire et humanitaire et de développement économique. En fait, les communautés locales ont considéré qu'elles étaient abandonnées par l'État central face aux différents trafics qu'il pouvait y avoir, à l'exploitation désorganisée des mines. Et du coup, on attaqué l'État là-dessus. Et la réponse du juge a été, voilà, pour protéger les communautés locales, on va aussi protéger le fleuve. Et donc, on est bien dans un système où on protège et le fleuve et les personnes ensemble et pas en opposition. Et enfin, le dernier cas sur la Marmée Nord, c'est vraiment par rapport à des phénomènes d'eutrophisation très importants. Et là, on peut montrer la photo suivante, c'est le fait que, voilà, enfin, on voyait les poissons vraiment le ventre à l'air dans cette lagune, ce qui a choqué énormément, évidemment, tous les riverains qui, du coup, se sont mobilisés pour faire face à la crise écologique qui perdure depuis très longtemps. Alors, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que apporte la personnalité juridique sur les cours d'eau? Alors, tout d'abord, il y a un assez nombre de personnes qui reconnaissent qu'on n'a peut-être pas assez de recul pour bien prendre la pleine potentialité de ces nouvelles lois, même si voilà, une loi qui date depuis 2017 ou 2018, on pourrait se dire qu'elle devrait quand même commencer à agir concrètement. Et c'est le cas quand même si on regarde sur le Wanganui, par exemple. Aujourd'hui, les tribus riveraines sont beaucoup plus associées à la participation à la prise de décision sur le bassin versant, ce qui est donc un vrai plus par rapport à la gestion de la rivière. Et c'est la même chose sur l'Atrato par rapport à la co-construction d'un plan de développement auquel les populations riveraines sont associées avec le ministère. Donc aujourd'hui, il y a des nouveaux outils qui ont été mis en place pour les associer. Et sur la Marmée Nord, donc la loi est beaucoup plus récente, hein, Marmée Nord, je vous rappelle, c'est 2022. Mais aujourd'hui, la justice est saisie par rapport à un cas de pollution et a demandé à des représentants de la nature de s'exprimer au nom du fleuve. Et alors, vous me direz, en France, alors là, on peut faire défiler. Enfin, tout d'abord, il y a effectivement voilà, une première étude qui a été faite avec le Parlement de Loire, que vous connaissez, mais qui était plus une approche culturelle. Et puis après, il y a eu plusieurs un peu mouvements, si vous avez lu dans la presse. Donc, tout d'abord, il y avait, par exemple, dernièrement, il y a la Déclaration des droits de la rivière Durance qui a été lancée en 2023. Et puis après, je pense qu'il y a eu une tribune très récemment qui est sortie sur la Seine en disant que la Seine, ce n'était pas qu'une piscine olympique, mais qu'il y avait des droits. Il y a sur le Rhône aussi une mobilisation ou sur le Tavignano en Corse. Donc, il y a différents mouvements qui se mettent en œuvre. Et donc, la question de ces mouvements, c'est finalement, qu'est-ce que ça amène exactement? Alors, sur la diapo suivante, d'abord, donc, on voit que donc il y a des pétitions qui sont en cours. Hein. Il n'y a pas de loi officielle qui reconnaîtrait des droits à certaines rivières. Je pense que tous les grands fleuves aujourd'hui, la Garonne, le Rhône, la Seine, la Loire, il y a des mouvements en cours. Mais dans le cadre de ma thèse, moi, je discute pas mal pour essayer de comprendre quelles sont les propositions concrètes derrière des gens qui font des plaidoyers sur la personnalité juridique. Et on peut quand même dire qu'il n'y a pas de proposition concrète de qui devrait être la personne qui s'exprimerait au nom du fleuve, par exemple. Donc, on peut avancer sur la diapo, s'il vous plaît. Et encore une fois, par contre, très récemment quand même, donc ça fait 1 an maintenant, en Nouvelle-Calédonie, les requins et les tortues ont la personnalité juridique, ça a été reconnu sur les îles Loyauté. Donc là, on retombe dans une approche avec des peuples premiers, une certaine vision de la nature qui est peut-être plus difficilement évidemment transposable au niveau de la métropole. On s'aperçoit qu'il y a quand même une mobilisation institutionnelle, donc les agences de l'eau réfléchissent par exemple sur le cas de la Loire et du Rhône. Il va y avoir une discussion dans un groupe de travail le 12 juin donc à l'Assemblée nationale, où là on va voir du coup un petit peu mieux quelle est la position des députés. Mais je pense que tout ça, il faut bien réfléchir par rapport à quel problème
on espère répondre avec la personnalité juridique ou les droits de la nature, puisqu'on a vu qu'il y avait des demandes qui étaient très, très différentes. Donc, est-ce qu'on est dans un problème écologique, par exemple en France? Est-ce qu'on est dans un problème plus sociologique de réhabilitation d'un lien entre l'homme et la nature et son fleuve? Est-ce qu'on est dans une question de décolonisation? Voilà, ça, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire à bien avoir en tête. Et après, donc, ma thèse, plus spécifiquement sur le cas du Rhône, donc je peux vous présenter un tout petit peu, mais voilà, l'idée, c'est comment est-ce que les acteurs mettent ça à l'agenda politique, puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment un processus qui est en cours. Donc, on a une association qui est IDEO, qui a lancé des pétitions en ligne, qui sont accessibles auprès de tout le monde et que vous pouvez signer si vous voulez. Et en même temps, ils cherchent à asseoir une légitimité via la mise en place d'une assemblée populaire du Rhône, un peu… Pardon ? Un peu sur le système de la Convention climat, et donc de dire voilà, qu'il y a un panel de citoyens qui s'expriment là-dessus pour la personnalité juridique. Et on a aussi la CIPEL, qui est la Commission internationale de protection des eaux du Léman, qui est donc un organisme intergouvernemental qui réfléchit à la faisabilité d'une reconnaissance de la personnalité juridique sur le lac Léman. Et ma dernière diapo, qui est ma diapo de conclusion, donc voilà, je pense qu'il faut avoir en tête que les processus de reconnaissance peuvent être très différents, que ces reconnaissances prennent du temps et qu'elles sont contestées. La Marmée Nord, voilà, il y a eu 600 000 signatures, c'est passé au Parlement, validé par le Parlement à tous les députés, sauf en fait les députés d'extrême droite. Et les députés d'extrême droite aujourd'hui ont saisi la Constitution, la Cour constitutionnelle. Et donc voilà, il y a des variables de temps et ça risque de prendre beaucoup de temps quand même, au moins en France, avant d'aboutir à quelque chose de stabilisé sur un nouveau modèle qu'il faut créer, et il faut adapter le narratif à ce modèle-là. Voilà. Je vous remercie. Mais c'est nous qui vous remercions beaucoup, Cyril. C'était extrêmement clair et vraiment, vraiment très intéressant. Bravo. Et merci d'avoir pris le temps de nous partager tous ces travaux. Notez bien vos questions. Je le redis, vous pouvez vous poser vos questions directement dans le chat. Hein, il y a un espace questions-réponses. Mais sinon, notez vos questions et on prendra un maximum de questions à la fin des 3 présentations. Voilà, encore bravo et merci Cyril. Je propose qu'on passe à l'intervention suivante avec Sébastien Thorin. Sébastien, donc, qui est responsable de la R&D de Créocéan, biologiste marin spécialiste du benthos, et qui va nous parler d'une façon, d'une manière assez originale et singulière de réussir à faire s'exprimer la voix du benthos. Alors voilà, Sébastien, tu es la voix du benthos. Merci. Ça va, vous m'entendez bien? Très bien, ouais. C'est parfait. Okay. Super. Ben, on peut passer à la première diapo. Donc moi aussi, j'ai fait une petite recherche un peu des initiatives passées existantes. Donc je ne vais pas revenir sur celles qu'on a déjà vues avec Cyril Vallée. Pour moi, ça commence avant 2006. Hein, ce schéma-là, je l'ai trouvé rapidement sur Internet. Mais l'événement le plus marquant, c'est surtout la Déclaration universelle des droits de la terre-mer qui a été faite à l'initiative du peuple amérindien et qui a été formulée lors de la conférence mondiale des peuples contre le changement climatique en 2010 et qui a même été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc je vous invite à lire le texte, il est vraiment très beau. Là, j'ai mis un extrait, mais je vais pas, vous aurez qu'à aller voir le texte au complet, c'est assez intéressant. Ensuite, il y a eu d'autres pays, notamment l'Équateur en 2008, la Bolivie en 2010, qui ont inscrit des droits à la nature dans leur constitution. Et après, plus récemment, il y a aussi d'autres pays, notamment l'Inde, le Mexique, la Colombie, la Nouvelle-Zélande, qui ont reconnu des droits, un peu ce que disait Cyril, là, sur des différents écosystèmes. Souvent, hein, ça revient, c'est sur des fleuves hein, assez régulièrement. Alors, il y a le cas de la lagune espagnole à Marmée Nord, dont on a parlé, des îles de Loyauté aussi, donc en Nouvelle-Calédonie.
Et j'ai appris qu'il y a une thèse en cours à l'IRD de Marseille pour doter la Méditerranée d'un statut juridique. C'est une thèse qui est portée par Victor David, donc de l'IRD. Et donc qui a démarré depuis peu. Je n'ai pas spécialement d'infos, mais je sais juste que j'ai juste cette connaissance-là. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Alors, pourquoi on veut donner, en fait, moi, je me suis interrogé, pourquoi donner un statut juridique aux espèces ou à un écosystème? En fait, c'est simplement parce qu'on a une vision très utilitariste de la nature, hein. Et donc, on éprouve ce besoin de donner un droit à la vie intrinsèque aux espèces parce que, en fait, on cherche toujours à surconsommer et à utiliser la nature comme si elle était là juste pour nous servir. Alors, c'est une attitude il faut bien comprendre qu'en fait, c'est une attitude qui n'est pas généralisée sur la planète, mais qu'en fait, ça vient d'un peu de l'histoire, et surtout occidentale, et que tous les peuples de la planète n'ont pas cette vision utilitariste de la nature. Et notamment, il y a un livre que j'ai lu il y a quelques temps qui s'appelle La composition des mondes, qui a été écrit par Philippe Descola, je vous le conseille fortement, qui est un anthropologue, un ancien élève de Lévi-Strauss et qui a travaillé sur les ontologies. Et donc, il a fait une thèse, il a sorti un bouquin qui s'appelle Nature et culture. Et après, il a fait un livre qui est plus accessible, qui s'appelle donc La composition des mondes et qui est assez facile à lire. Et donc, c'est intéressant parce que là, il étudie un peu les différentes ontologies. Alors, les ontologies, c'est quoi? En fait, c'est un peu le positionnement des humains par rapport à la nature. En fait, de façon plus vraie, c'est des schémas générateurs qui définissent la représentation que se font les humains d'eux-mêmes et leur rapport par rapport aux autres espèces. Alors donc lui s'est dit que en fait chaque individu, que ce soit un humain ou une espèce animale ou végétale, on peut la diviser en deux. D'une partie son intériorité, c'est-à-dire sa culture, son esprit, et une autre partie son extériorité, c'est-à-dire plus son corps ou la nature extérieure. Et avec ces deux entités, les espèces peuvent être connectées donc au niveau de leur intériorité ou individualisées, et pareil pour les extériorités. Donc par rapport donc il y a 4 possibilités, et par rapport à ces 4 possibilités, on devrait trouver 4 ontologies différentes. Sachant que l'ontologie qui nous concerne, nous, en tant qu'occidentaux, c'est l'ontologie naturaliste, c'est-à-dire c'est celle qui oppose les humains à la nature. D'ailleurs, il y a plein de travaux là-dessus, notamment Bruno Latour, hein, qui a beaucoup discuté de ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toutes les extériorités sont communes, c'est-à-dire qu'on est en fait lié entre espèces par le corps et la nature, simplement par les processus d'évolution, parce que l'homme vient du singe, qui vient du lapin et de la grenouille, en schématisant. Donc, on est tous liés entre les espèces par le corps, mais on a tous un esprit qui est individuel. Donc, on retrouve le naturalisme en blanc sur le schéma. Si on regarde l'ontologie animiste, c'est exactement l'inverse. Les animistes, ils pensent que tous les esprits sont liés entre eux, que ce soit les humains avec des végétaux ou des animaux, et que par contre, les corps sont individualisés. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de l'esprit, ils peuvent, en rêve, communiquer avec d'autres espèces. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que cette ontologie-là, elle pousse à la sobriété, au contraire de l'ontologie naturaliste. Parce que si vous êtes animiste et que vous faites pousser du manioc, et si vous en faites pousser trop, vous allez mal vous occuper de votre manioc, et le manioc, pas content, va vous réveiller la nuit et va vous faire des mauvais rêves et il va se plaindre, et vous allez passer des mauvaises nuits. Donc, vous avez intérêt à cultiver uniquement ce qu'il vous faut et pas plus. Vous gardez une certaine intégrité d'esprit. Donc, ça pousse les gens plutôt dans la sobriété. Alors que l'ontologie naturaliste, elle va pousser, on domine la nature et on en fait ce qu'on veut, et donc on la surconsomme. Donc, il y a ces 2 ontologies-là. Après, il y en a une troisième où tous les espèces sont liées au niveau de l'esprit et du corps. Donc, ça correspond au totémisme. Et notamment, c'est des peuples qui sont liés à certains groupes d'espèces. Ça peut être des animaux, des végétaux, même voire des fois le vent ou des minéraux.
Et par exemple, on peut avoir une tribu qui est liée à l'ours, et donc elle va pouvoir discuter avec les ours. Et si ça se passe pas bien pour l'ours, s'il lui arrive un accident, c'est pas bon non plus pour la tribu. Ils sont liés en corps et en esprit. Alors c'est là où c'est absolument superbe, c'est que Philippe Descola, il en est arrivé à la conclusion qu'il existait une quatrième ontologie, mais qu'il ne connaissait pas. Donc il a appelé analogie, les analogistes, qui seraient donc séparés au niveau du corps et de l'esprit. Et donc il en a déduit ça, et il a cherché dans des recherches chez ses collègues, et il a trouvé effectivement des cas qui existaient comme ça. Donc je vais pas, là ça devient un peu plus compliqué, donc je vais pas détailler ça. Mais c'est là où on peut passer à la diapo suivante. Et c'est là où je fais un grand bond, un peu le grand écart, parce que j'applique ces concepts-là au benthos. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le benthos, ce sont les espèces, c'est la faune et la flore qui vivent sur les fonds marins ou dans les fonds marins, mais les fonds meubles, surtout là, parce que je vais vous parler de la faune benthique des fonds meubles, c'est-à-dire toutes les bestioles qui vivent dans la vase ou dans le sable dans les zones sous-marines. Donc pourquoi s'intéresser au benthos? Parce qu'à Créocéan, on en fait beaucoup, hein, on fait beaucoup de campagnes de terrain avec des prélèvements et on étudie beaucoup la faune benthique parce que c'est intéressant de savoir la biodiversité qui existe sur ces fonds-là et ça nous sert en plus d'outils pour savoir dans quel état sont les écosystèmes. Donc dès qu'on a une étude d'impact à faire quelque part, on va faire des prélèvements de benthos et on obtient de l'information sur les espèces qui vivent sur ces fonds. Et ce qu'on remarque malheureusement, c'est que dès qu'on fait des études d'impact, eh ben, ces espèces-là ne sont pas du tout prises en compte. En France et puis dans beaucoup d'autres pays, ce qu'on prend en compte, c'est les espèces qui sont sous statut de protection. Ah, donc, c'est-à-dire les espèces en fait, qui servent en général aux humains, soit parce que, par exemple, les coraux, parce que ils abritent un grand nombre de biodiversité et notamment des pêches, des poissons qui sont utilisés pour la pêche. Les mammifères marins parce qu'on les trouve beaux, les herbiers parce qu'on dit qu'ils permettent de stabiliser le sol, ils créent de l'oxygène. On dit souvent que l'herbier de Posidonie est le poumon de la Méditerranée. Donc on s'intéresse à la protection des espèces à partir du moment où elles nous sont utiles. Et dès que les espèces nous semblent pas directement utiles, on parle de biodiversité ordinaire, et là on s'en fout complètement. C'est-à-dire que s'il y a des dégâts, on ne cherche pas à ni réduire les dégâts, ni les éviter, ni les compenser, il ne se passe rien. En fait, pour schématiser, si vous avez un tuyau à mettre quelque part en mer, vous n'allez pas le mettre sur un herbier de Posidonie, vous n'allez pas le mettre sur la roche, vous allez le mettre sur du sable, et là, vous allez dire, le problème est réglé, il n'y a pas d'impact. Donc moi, ça fait des années que je vois ça et que ça m'énerve, donc j'ai essayé de militer contre ça, et c'est facile en plus d'ignorer les communautés benthiques de substramel parce que c'est des grandes surfaces, hein, les surfaces de sable et de vase dans les océans, c'est des étendues immenses. En plus, les espèces qui vivent dans ces fonds meubles, c'est des espèces qui sont très discrètes. Souvent, elles sont enfouies, donc on ne les voit même pas. Il n'y a pas ou très très peu d'espèces protégées signalées sur ces habitats-là. Et c'est des milieux qui, en apparence, ont l'air complètement homogènes, donc sans variation spatiale. Donc, on les sous-considère. Donc, j'ai essayé, donc on peut passer à la diapo suivante, de changer un peu le paradigme en montant une étude un peu R&D à Créocéan, où on allait montrer que tout n'est pas tout pareil dans les fonds meubles du golfe du Lion. Pourquoi le golfe du Lion? C'est parce qu'on y travaille beaucoup, donc on a pas mal de stations de suivi. Et là, je vous ai mis une carte avec tous les points qu'on a fait depuis les années 2000 quasiment, même un peu plus, où on a des points de connaissance sur les fonds meubles. C'est la base de données de Créocéan qu'on a complété avec des chercheurs de la station marine de Banyuls. L'idée, c'était d'avoir une couverture la plus importante en termes de faune benthique dans le golfe du Lion. Et on a réuni donc une base de données avec plus de 700 stations. Finalement, on en a utilisé 533, mais ça nous donne une bonne couverture des peuplements benthiques qui vivent dans le golfe du Lion. Et donc, l'idée, c'est d'aller voir s'il n'y a pas, dans ces différentes stations, des endroits où on a des espèces qui ne sont pas justement ordinaires. Parce qu'on dit que c'est un peuplement ordinaire, mais en fait, on n'en sait rien. Parce qu'on ne s'intéresse pas à la composition des espèces et
Et donc, on a repris les bases de données et on a cherché des espèces rares et voir s'il n'y avait pas des endroits où il y avait des peuplements, des communautés un peu singulières. Et dans l'idée que peut-être, après coup, essayer justement d'apporter des statuts de protection à ces secteurs-là. Donc voilà, on peut passer à la diapo suivante. Alors, ce qu'on a fait, donc on s'est un peu pris la tête pour savoir comment calculer tout ça. On a pris des travaux qui existaient déjà sur des indices de rareté d'espèces, c'est-à-dire que sur nos 500 stations, en fait, c'est assez facile, on regarde le nombre de fois où une station ou une espèce est signalée. Donc, si elle est très rare, elle va être signalée qu'une fois, ou 2 fois ou 3 fois. Et donc, on regarde ça sur toutes les espèces. Et à partir de là, on définit un taux au-delà duquel l'espèce n'est plus considérée comme rare, mais ordinaire. Donc, c'est un premier point. Et ça nous indique un poids de rareté. Après, on prend toutes les espèces qui vivent sur une station. Par exemple, sur la station B12, on a 50 espèces et on additionne tous les poids de rareté des espèces sur la station et ça nous donne un indice de rareté sur la station. Et de cette façon-là, on aura un indice de rareté sur toutes les stations et on va pouvoir essayer de repérer des endroits où l'indice de rareté est fort et où on a des peuplements atypiques. Donc, c'est ce qui apparaît sur la diapo suivante. Et là, donc, on a fait ce calcul de rareté sur les 500 stations. Et effectivement, on a trouvé donc, dans le golfe du Lion des endroits où il y avait des assemblages atypiques d'un point de vue taxonomique, avec des espèces qu'on considère comme rares ou peu communes. Et notamment, il y avait 4 zones intéressantes. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez, en haut à droite, il y a un petit rectangle rouge avec un C. C'est du côté des Gros du Roi. Il y a les fonds de l'Espiguette, où là, il y a des petits fonds avec des espèces intéressantes. Du côté, vous avez un groupe à gauche, vous avez un groupe de points rouges. C'est du côté de Port-la-Nouvelle, où là, on est dans des fonds de 40-60 mètres. C'est des fonds détritiques côtiers avec pas mal de coquilles. Donc, il y a un mélange de fonds meubles plus des coquilles de taille assez importante. Donc, on a une diversité de micro-habitats. Et c'est un milieu très productif, très diversifié. Et du coup, il y a pas mal d'espèces. Et dans ces espèces-là, il y a aussi des espèces rares. Et sur la zone de Banyuls, on a trouvé aussi des espèces, des assemblages atypiques sur les sables qui sont situés entre les herbiers de Posidonie et des récifs de coralligènes. Et également aussi sur des très petits fonds du côté d'Argelès, où là, il y a des fonds. Je vous ai cité cet exemple-là. On a des sables grossiers du côté du Racou et d'Argelès, avec des sables à Amphioxus. Amphioxus, c'est une espèce assez bizarre, c'est un céphalocordé, c'est presque un poisson, mais pas tout à fait. Et déjà, son habitat est rare. Et en plus, en fouillant, on a trouvé d'autres espèces, 2 annélides, un escargot qui sont rares et qui n'apparaissaient quasiment que là. Donc, c'est intéressant parce que du coup, on a ciblé 4 zones où il y a vraiment des assemblages d'espèces atypiques. Alors, parfois, sur 7, où il y a une espèce de croix rouge, là, on voit qu'il y a des points. Mais là, c'est plus que parce que le milieu est très anthropisé et du coup, on a des espèces un peu particulières. Et du coup, on n'a pas retenu évidemment ces zones-là. Mais l'étape suivante, c'est de proposer sur certains de ces secteurs. Éventuellement, on doit y retourner puisque du coup, le projet il a une suite, il s'appelle Cap Dona. Et donc, on va retourner l'été prochain faire des prélèvements pour s'assurer qu'on retrouve bien les espèces dites rares. Et du côté de Port-la-Nouvelle, on a le parc marin du golfe du Lion qui est pas loin. Et l'idée, ça serait de les pousser à proposer un statut de protection sur des fonds comme ça qui sont un peu au large, entre 40 et 60 mètres, ou je sais pas, un statut patrimonial un peu particulier, ce qui serait une première en France pour ce genre d'écosystème. Donc voilà, ça on est là, on a une suite là, ce projet-là, et on espère qu'on va peut-être aboutir à la reconnaissance du benthos dans les prochaines années. Merci à vous. Merci beaucoup, Sébastien. C'était très clair aussi. Et puis, tu as fait un beau grand écart, effectivement, de la philosophie de Descola et de la Tour pour nous amener jusque dans le benthos de Méditerranée.
Donc voilà, et puis je vois ça commence aussi à ouvrir les questions dans l'espace questions-réponses. Donc notez bien vos questions pour Sébastien tout à l'heure. On va passer à la troisième et dernière intervention avec Louis Augereau. Louis Augereau qui est designer pour une agence de design qui est assez remarquable en France, hein, vraiment, vraiment, qui est j'allais dire, de tous les coups un peu originaux et atypiques, qu'on retrouve vraiment sur des très beaux projets. Je pense notamment à des choses qui ont été faites dans le cadre de la capitale mondiale du design avec Lille, avec Cynthia Fleury aussi, si je dis pas de bêtises, avec le développement d'approches vraiment, vraiment intéressantes au croisement entre le design et d'autres disciplines. Et donc, avec alors Amandine Lolo, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, donc de Démocratie ouverte, ils ont développé une expérimentation qui nous semble extrêmement intéressante. Et voilà, Louis, je vous donne tout de suite la parole. Et, euh, et on revient vite avec nos questions. Merci. Niveau timing, on part sur la même base que ce qu'on s'était dit? Tout à fait. On est dans le temps, dans les temps. Ok. Ok, bon, en effet, je vais commencer par excuser ma partenaire Amandine Ilolo qui travaille chez Démocratie ouverte, qui devait être là en complément de ma parole pour vous présenter le projet des micro-parlements. Donc, elle n'a pas pu venir avec nous, c'est bien dommage. Moi, je suis en effet designer de services de formation. Alors, j'ai moins d'expérience, j'ai un CV moins fourni que les interlocuteurs d'avant. Mais ça fait quelques années que je suis dans cette agence et en effet, on peut mettre la slide d'après si vous voulez. On touche à différents domaines. Moi, je veux bien celle d'avant, ouais. En tant que designer, on s'applique donc à travailler pour le service public en général ou l'intérêt général, ce qui nous amène à traiter des problématiques d'accueil dans des services publics, mais aussi des problématiques d'aménagement dans des quartiers. Si vous êtes vers Nantes, on travaille sur le quartier de Pirmille-les-Îles. On traite des sujets de mobilité, on traite des sujets de santé publique, donc beaucoup de choses. Mais on ne traitait pas jusqu'ici des sujets de biodiversité. Du côté de Démocratie ouverte, c'est donc une association, c'est une ONG qui milite pour plus d'ouverture des collectivités, des institutions publiques à une démocratie ouverte. Démocratie ouverte fait du plaidoyer, mais aussi des projets, met en place des outils, notamment le démomètre, pour mesurer la vitalité démocratique d'un territoire. Donc ça peut vous intéresser. De mon côté, vraiment, vraiment, nous, on s'intéresse à titre personnel et on voit émerger dans des sujets le mot biodiversité. Et ce mot, il nous intrigue. Il est très associé à végétaliser, à rafraîchir la ville, éteindre les lumières la nuit. On l'aperçoit comme ça par petites touches dans nos projets, soit de la part des chargés de mission avec lesquels on travaille, soit et beaucoup dans les propositions des citoyens qui émergent des ateliers qu'on fait, parce qu'on travaille beaucoup en concertation, en co-construction, avec des habitants, avec des usagers de services publics. Et donc ce mot biodiversité apparaît par petites touches, mais on se dit, ce thème nous intéresse fortement et on a envie de savoir ce que, en tant qu'une agence de design, on peut proposer là-dessus. Et on a la chance du coup de monter un partenariat avec la Banque des Territoires en se demandant de manière globale qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux politiques publiques de biodiversité pour l'avenir, quel paysage on peut imaginer de services publics, de financement, de coopération, les nouveaux métiers des agents publics. Donc on se lance d'abord dans une démarche plutôt de recherche, action et d'enquête avec 6 territoires partenaires qu'on choisit parce qu'ils ont des tailles différentes, c'est des administrations différentes, de la commune au département, en passant par le parc naturel régional, par exemple. Et on identifie plusieurs objets qu'on a envie de travailler, qu'on a encore envie de creuser. Et dans ces objets, il y a les micro-parlements des vivants. Les micro-parlements des vivants, ils posent la question qui vous est affichée à l'écran. Comment faire rentrer la biodiversité dans nos instances de décision politique, dans nos instances locales plutôt. Et on se dit que les collectivités, aujourd'hui,
commencent à s'intéresser à ces sujets-là, des chargés de mission, des porteurs de projets sont hyper chauds pour partir sur ces sujets-là, mais ils n'ont pas beaucoup d'outils, ils sont un peu frileux, ils ont encore besoin qu'on les aide à se projeter dans la prise en compte du vivant dans leur cercle de décision. Et donc, on peut passer à la suite. Je dis biodiversité, je me permets de faire un petit rappel. Bon, j'ai l'impression que c'est un sujet que vous connaissez, juste pour rappeler que c'est un sujet complexe, la biodiversité. Alors moi, j'adore ce mot, je le trouve très poétique, alors qu'en fait, c'est un mot de comptabilité du vivant, hein. C'est pas le mot le plus sensuel qu'on puisse trouver, mais moi, je l'aime bien parce que il est global, il regroupe la diversité des espèces qui composent les milieux, la diversité des milieux, et dans les espèces, la diversité génétique des individus. Et tout ça, en équilibre, forme un tout cohérent qu'on appelle biodiversité, qui est assez magique et qui raconte l'histoire du vivant, qui est incroyable. Et tout ça tient en équilibre et il faut veiller autant à la diversité génétique que spécifique que des écosystèmes. Et c'est pas facile. En plus, le vivant a son calendrier, a ses espaces, a sa géographie, et nous, on a notre calendrier, nos espaces, nos frontières administratives qui sont pas très cohérentes avec tout ça, donc c'est pas facile de mélanger les deux. On essaye quand même de défricher le sujet chez Vraiment, donc en proposant les micro-parlements des espaces naturels, et c'est la base de notre rencontre avec Démocratie ouverte. Donc nous, on propose un premier schéma pour expliquer cette idée donc d'une collectivité qui organise la constitution d'un micro-parlement composé de citoyens et ou d'agents publics chargés de porter la voix du vivant dans les instances de décision de la collectivité, de porter la voix du vivant auprès des citoyens, auprès des services de la collectivité, auprès des décideurs. Voilà. Et donc, on imagine un parcours qui passe par de la formation, de la sensibilisation, de la formation théorique et scientifique, mais aussi des étapes où par le sensible, par l'exploration de son territoire, par l'exploration artistique d'une espèce, on va apprendre à la connaître, se familiariser avec elle et éventuellement devenir son porte-parole dans sa collectivité. On part de ça et on tape dans la main avec Démocratie ouverte pour dire on va pousser ça un peu plus ensemble, parce que nous, on n'est qu'une agence de design quand même, on n'a pas toutes les expertises, donc on s'appuie sur l'expertise de Démocratie ouverte pour solidifier, questionner ce dispositif sous l'aspect méthode, processus délibératif. Voilà. On capitalise aussi sur l'expérience de dispositifs de participation citoyenne de Démocratie ouverte, qu'on travaillait pour la Convention citoyenne pour le climat, qui, malgré les reproches qu'on peut lui faire, a quand même été une sacrée aventure qui a fait la preuve que des citoyens tirés au sort, du moins inexpérimentés sur des sujets, étaient capables d'apprendre à s'exprimer sur un sujet technique, sur un sujet hyper politique. Là-dessus, il y a quand même... tout n'est pas acheté, il y a eu des preuves qui ont été faites à cet endroit-là. Donc, on part là-dessus avec Démocratie ouverte. Ah oui, j'ai glissé des petites questions dans ma présentation pour ponctuer et dynamiser cette présentation. Je vous invite à votre niveau à vous demander OK, je vais demander... Soit, on demande à des personnes de représenter le vivant dans leurs institutions. Naturellement, vous, à qui vous feriez confiance pour représenter le vivant? Est-ce qu'il faut être absolument un expert? Est-ce qu'il faut être absolument un spécialiste? Et sinon, à quelles conditions? Voilà. Donc, la slide suivante, je vais enchaîner 3 idées. Comme on l'a vu précédemment, et du coup c'est facile, j'ai pas grand-chose à rajouter, il y a un mouvement de fond qui se fait dans le monde des idées. On a vu ethnographie, on a vu les sciences dures aussi, hein. Sciences de l'écologie, dans la philosophie, chez les naturalistes, il y a un mouvement de fond pour réinventer notre rapport au vivant, et ça prend forme dans des écrits, ça prend forme
aussi dans des installations artistiques. Aujourd'hui, presque tous les musées, tous les grands musées ont fait leur exposition sur la thématique du vivant. Il y a les appels du Rhône, il y a le Parlement de Loire, il y a Wild Legal qui équipe des juristes, des avocats pour qu'ils puissent représenter le vivant, le défendre lors de procès. Voilà, il y a plein de choses qui se passent. Mais ça n'atterrit pas encore vraiment dans les collectivités, dans leurs dispositifs, dans leur culture, dans les outils qu'ils maîtrisent. En parallèle de ça, donc c'est la slide d'après, nous, on se dit qu'il y a une double crise, en fait. Il y a une double crise à adresser. C'est la crise environnementale, c'est l'effondrement de la biodiversité. C'est vraiment la diminution drastique du nombre d'espèces, du nombre d'individus, la fragilisation des écosystèmes. Je n'en rajoute pas, vous le connaissez. Et il y a, on peut dire aussi, certains diront un effondrement démocratique, avec de plus en plus de difficultés à participer à la prise de décision au niveau local comme au niveau national ou global. Là-dessus, Amandine serait meilleure que moi pour vous développer cette crise-là et d'autres personnes dont on s'est entouré. Mais donc, crise démocratique, crise environnementale, on les met ensemble et on propose un dispositif de démocratie locale qui améliore la prise en compte du vivant dans la décision publique. L'impact recherché, c'est écrit une transformation profonde des pratiques démocratiques et des politiques publiques pour mieux répondre aux enjeux écologiques et sociaux actuels, etc. Donc, on part de ça. On a beau... Oh, ma présentation, elle est toute déformée. On part de ça. Et on est démocratie ouverte, on est vraiment, ça ne suffit pas. On s'entoure aussi d'un comité d'orientation stratégique, donc Loïc Blondiot, qui est politiste et sociologue. Peut-être Cyril, vous connaissez Nathalie Lauriac aussi, qui a travaillé à Genève. Donc on s'entoure de différentes compétences, soit très proches des collectivités, soit très haut dans l'étude des dispositifs démocratiques. Et d'autres gens comme Serge Manjoubert aussi, qui eux sont vraiment déjà dans l'expérimentation de l'éveil au vivant. Donc il travaille lui pour il a monté différentes choses, dont le Lichen, qui est un laboratoire d'innovation sur la recherche d'expériences qui nous font collaborer avec le vivant non humain. Donc on s'entoure de ces personnes-là. On fait aussi, slide suivante, une série de 4 ateliers, de 6 ateliers, de 6 rencontres pour co-concevoir le dispositif qu'on a commencé à dessiner en invitant des collectivités, en invitant des designers, en invitant des citoyens, en invitant des porteurs de projets à étudier étape par étape le dispositif qu'on propose, parce que vraiment on a dans l'idée de dire OK, il nous faut le guide en 10 étapes pour une collectivité qui a envie de mettre en place un micro-parlement. Donc on a dessiné ce parcours-là et on le développe lors d'ateliers de sessions collectives. Donc la slide suivante. Je vais venir aussi un peu au fond, à ce qu'il y a dedans. On aboutit à un livrable que j'ai dans la main, que vous pouvez télécharger librement via le QR code ou sur le site biodiversité-administrative.fr, où on inscrit donc toutes nos réflexions et le fruit de nos recherches, le fruit des ateliers. Et en gros, là où on en est aujourd'hui, je vais essayer de rentrer dedans un peu plus si j'en ai le temps aujourd'hui. Là où on en est aujourd'hui, c'est on a la méthodo, on a un premier groupement d'acteurs, de partenaires. On a envie d'aller voir des collectivités et de leur dire voilà la méthode. Vous pouvez essayer de la suivre tout seul. Il y a les 10 étapes, il y a plein de conseils, il y a les questions par lesquelles on est passé. Il y a des variables que vous pouvez manipuler à votre guise pour adapter cette méthode à votre terrain, la taille de votre collectivité. Est-ce que vous avez déjà pré-identifié, préfléchi des sujets que vous avez envie de travailler ou pas? Est-ce que vous voulez travailler sur un fleuve? Est-ce que vous voulez travailler sur tous les espaces naturels de votre collectivité, par exemple? Il y a différentes variables. Et donc, on fait ce guide pour être le plus exhaustif qu'on puisse aujourd'hui à ce stade et dire à une collectivité ou à une entreprise
on y va ensemble, on teste et on documente ça parce que là, il y a matière à produire des enseignements, des outils qui pourront servir ensuite à d'autres collectivités. Et petit à petit, le but, c'est de faire essaimer un modèle, s'il marche, de faire essaimer un modèle pour que ça se devienne complètement banal d'avoir un micro-parlement des vivants dans sa collectivité. Alors, vous le voyez, on a un prisme très collectivité centré. C'est notre métier. Nous, on travaille que pour des administrations publiques et des collectivités. Donc, on s'est demandé comment accompagner des maires, des chargés de projet, des communautés de communes dans cette pensée-là, dans ce chantier-là. On aurait pu dire comment les entreprises prennent en compte le vivant dans leurs activités. C'est pas ce qu'on a fait. Mais peut-être que c'est une question qui vous intéresse, vous. Donc, moi, je suis preneur aussi de savoir est-ce que ça fait écho auprès de vous, parce que vous avez envie d'aller proposer ça à des collectivités, à des partenaires, à des territoires avec lesquels vous travaillez, parce que vous imaginez qu'en tant qu'entreprise, vous pouvez avoir une place dans ce type de dispositif et accompagner aussi une collectivité là-dedans. Et il y a une deuxième façon de voir les choses, c'est peut-être que vous avez envie, dans votre structure, si vous êtes nombreux chez Kéran et autres, dans votre structure, de mettre en place ce type de dispositif pour proposer un mode de représentation du vivant et amener les représentants du vivant jusqu'au cercle de décision de l'entreprise. C'est mis en place sous différentes manières. Des fois, la nature, elle est au capital. Des fois, il y a une chaise verte et c'est symbolique. Bon. Je ne sais pas aujourd'hui, vous, ce que vous mettez en place pour prendre en compte les intérêts du vivant non humain dans vos activités, mais je suis curieux de savoir ce que vous faites. Est-ce que ça marche? Voilà, c'est une question que je vous pose aussi. C'est tout de travers. Les principales lignes directrices, pour faire vite, la décision comme horizon. On n'a pas juste envie de proposer une énième instance de participation ou de consultation. Vraiment, l'ambition du dispositif, c'est que ça arrive à la décision. La deuxième principale ligne que je vous ai mise ici, c'est mobiliser le sensible. Donc, je l'ai dit, dans l'équipe pédagogique qui accompagne les porte-paroles de ce micro-parlement, on n'a pas que des scientifiques. On peut avoir des marionnettistes, on peut avoir des œnologues, on peut avoir des peintres. Enfin, on peut mobiliser le sensible, les arts, pour apprendre à regarder autrement son territoire, se mettre à la place d'un corps qui n'est pas un corps humain. Si on est représentant d'une chauve-souris, voilà, essayer d'explorer le monde sensoriel d'une chauve-souris. Donc voilà, on a envie de mobiliser le sensible. Et la co-construction permanente, c'est notre méthode. Elle est souple, elle est pleine de variables. Elle a un cadre, une colonne vertébrale, mais elle est pleine de variables pour pouvoir s'appliquer à un micro-parlement constitué essentiellement de citoyens ou essentiellement d'agents publics. S'appliquer à des cas concrets prédéfinis ou des cas définis collectivement. Et en tout cas, on a envie qu'à chaque étape, il y ait une possibilité de dialogue avec ce micro-parlement pour acter qu'on passe à l'étape suivante, ancrer, décider avec eux de l'implication aussi qu'ils ont envie d'avoir dans le dispositif. Donc, voilà, si vous rentrez plus en détail dans notre proposition, vous verrez que la co-construction est au cœur du dispositif. Pour en venir aux exemples concrets, parce que je pense que c'est ce qui vient après. Pour vous donner quelques exemples d'applications, nous on se dit que ça peut être utile pour enquêter et proposer des façons d'améliorer la cohabitation avec des espèces dites nuisibles. C'est quelque chose, le micro-parlement peut se mettre en place dans des espaces très urbains où on a des problèmes de cohabitation avec certaines espèces. Ça peut nous aider à déterminer les règles d'usage d'un espace de baignade en site naturel. Quel est le regard des espèces concernées sur le projet de la mairie de faire un espace de baignade dans le lac de la collectivité? Ça peut être renforcer ou structurer un corridor écologique en fédérant un ensemble d'acteurs, en fédérant les agriculteurs, les jardins des habitants, les espaces appartenant à la collectivité, la zone d'activité, les entreprises.
Ou ça peut être créer un quartier démonstrateur dans l'aménagement pro-biodiversité. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des sujets légers, ça peut être des sujets avec beaucoup de tension. Et bon, voilà, selon les sujets, on mettra un dispositif de pilotage différent. Hein, mais pour vous donner quelques idées, voilà ce qu'on imagine pouvoir traiter avec l'appui d'un micro-parlement des espaces naturels. Et donc la slide suivante, c'est pour revenir sur ce que je disais, une des variables importantes dans ce dispositif, c'est soit les élus créent le micro-parlement autour d'une problématique déjà identifiée. J'ai une friche, il y a une ZAD, je ne sais pas par quel bout la prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire ici Est-ce qu'un micro-parlement ne peut pas m'aider à enquêter, explorer, faire de la pédagogie et faire, c'est pas de la pédagogie, mais arbitrer des choix, m'aider à avancer dans ce sujet-là, à aller voir des publics avec lesquels j'arrive pas à parler? Ou est-ce que les élus laissent champ libre au micro-parlement pour déterminer leur sujet de travail, proposer des actions à mettre en place? Ou entre les deux? Donc, j'en dis pas beaucoup plus. Je pense que déjà, je vais atteindre la limite de mon temps. Il me reste quelques slides. Donc, ces 10 étapes, elles sont détaillées dans le livret avec à chaque fois comment cette étape se passe, la fiche technique avec la durée, les personnes à associer, qu'est-ce qu'il faut réunir pour réussir cette étape, quelques ressources éventuellement, les questions qu'on se pose, les questions que cela pose cette étape, et des marges de manœuvre, des variables comme je vous ai présenté avant. Dans le livret, il y a aussi le résultat de nos ateliers, la méthodologie de construction et qui nous a amené à aboutir à cette proposition-là. Il y a un volet aussi sur le financement, comment financer, mettre en place son micro-parlement. Je ne dis pas qu'on a la réponse parfaite, mais on a des pistes. Et voilà. Dans les acteurs des micro-parlements, donc il y a la collectivité et les membres porte-parole. Mais il y a aussi le tissu associatif, parce qu'il est là depuis longtemps en général sur le territoire, il est plein de ressources, de richesses, il connaît finement les enjeux de son territoire. Il y a les acteurs de la recherche sur la biodiversité, je ne l'ai pas mis, mais il y a les acteurs de la culture. Et il y a les entreprises, entre parenthèses, à mission. Et c'est un peu un impensé pour l'instant de notre dispositif, c'est le rôle des entreprises. Il y a soit elles ont un rôle actif, elles prennent part à la construction de ce dispositif, à sa mise en place, soit, et c'est la question d'après, par exemple, elles ont juste un salarié qui a été tiré au sort et qui doit participer et qui en a envie, et il va être porte-parole du vivant sur son territoire. Et là, l'entreprise, quel peut être son rôle? Comment elle peut prendre part à cette aventure-là? Comment elle accompagne son salarié? Comment elle joue un rôle encore un peu plus important. Enfin, bon, c'est quelque chose qui est trop peu creusé pour l'instant, mais j'ai l'impression, après avoir discuté avec Yann notamment, que vous, ça peut vous intéresser presque de proposer sur des projets, de vous appuyer sur une opportunité de projet pour proposer à une collectivité, mais on pourrait aussi mettre en place un micro-parlement des espaces naturels. Parce que là, nous, on a envie d'associer la population, on a envie d'associer vos citoyens sur la réflexion, sur le choix d'un prestataire qui va faire l'aménagement, la fabrication, sur la communication, sur plein de sujets. Et donc, c'est la dernière question que je vous pose, c'est quel soutien on peut attendre de vous, quel rôle on peut attendre ou co-construire avec vous dans cette sphère d'acteurs qui pourrait mettre en place, faire marcher des micro-parlements des vivants. Et voilà, j'avais une slide pour récapituler mes questions et j'avais une slide avec quelques éléments si vous voulez nous contacter ou en savoir plus. Merci beaucoup Louis et bravo pour la présentation. Merci d'avoir pris le temps de nous partager, de nous faire rentrer vraiment dans les détails de votre approche et puis d'avoir tenu aussi le temps et de cet exercice qui est jamais facile hein, de passer
en un petit quart d'heure, une vingtaine de minutes, des travaux qui se prolongent, qui durent déjà depuis plusieurs années. C'est le temps, le moment des questions. Donc, je vous invite à lever la main pour poser vos questions directement à Cyril, à Sébastien et à Louis. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des mains qui se lèvent? Pour l'instant, je n'en vois pas. Si, Christelle. Christelle, c'est à vous. Oui, bonsoir et merci. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Merci pour les présentations. En fait, je l'ai posé déjà ma question dans le QR. Ma question, elle est un peu provocante. C'est le fait d'accorder une personnalité juridique aux éléments de nature. Est-ce que c'est pas un peu quelque chose de très centré sur l'humain? Est-ce que c'est pas l'humain qui, quelque part, dit j'octroie un droit à la nature et du coup, donne un droit à citer de la nature à travers l'humain, à travers ses questionnements à lui et pas à travers de la nature. Du coup, je trouve que c'est une approche qui reste très anthropocentrée en fait. Donc voilà, c'est un questionnement, c'est un peu provoquant. Et après, j'entends un tout petit peu ce que ça veut dire derrière. Et pour moi, ce que ça veut dire, c'est que quelque part, ça témoigne de l'incapacité de l'espèce humaine, quelque part, à s'inclure dans la nature, à se sentir en elle. Et du coup, c'est toujours quelque chose d'extérieur. Et enfin, pour moi, ce que je veux dire, c'est que l'humain, quelque part, n'arrive pas à s'autoréguler par rapport à à son approche de la nature. Je ne sais même pas comment le dire. Et d'ailleurs, ça se voit quand tout à l'heure, Sébastien parlait de Descola. Descola, quand il a fait ses approches chez les Achuars, il ne parlait pas de droit de la nature. Il n'y a pas de droit, c'est juste une relation d'égal de l'homme avec la nature. Il n'y a pas une histoire de droit, c'est juste je suis dans la nature, elle est en moi et point barre. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu nos sociétés occidentales qui ont un déficit, qui n'arrivent pas à mettre en place justement des systèmes de gouvernance parce qu'elles se sont peut-être trop éloignées de la nature et du coup, elles n'arrivent pas à voilà, c'est la défectuosité. Et du coup, on donne droit à citer à la nature comme un élément d'un parlement, une voix à citer, parce que quelque part, on est en incapacité, avec notre propre droit, d'autoréguler nos actions et nos actes. Et du coup, je trouve ça, voilà. Enfin, je trouve que ça témoigne de quelque chose d'assez. Et du coup, c'est plutôt quand même réjouissant, hein, cette personnalification de la nature. Ça, justement, ça témoigne qu'il y a une prise de conscience qu'on s'en est trop éloigné. Voilà. Et du coup, c'est à la fois une question et puis une remarque, quoi. Voilà, merci. Très bien, merci Christelle. Qui souhaite répondre à ce Cyril? Allez, moi, je peux commencer. Bonsoir Christelle, merci bien pour ta question. Alors, je pense que d'abord, oui, il y a déjà, quand on lit les textes, il y a des personnes qui souhaitent plutôt parler d'une reconnaissance des droits de la nature plutôt que l'octroi de la personnalité juridique. C'est-à-dire que déjà, effectivement, il y a une réflexion sur le vocabulaire qu'on utilise pour pas dire je donne le droit, effectivement, mais en fait, je reconnais que ce droit existait et que je le niais avant. Donc, il y a certaines personnes qui essaient vraiment de dire qu'en fait, on s'est trompé depuis le début. Mais après, fondamentalement, c'est évident que on nous dit qu'on va sur une démarche écocentrée. C'est quand même un peu difficile à un moment donné. Enfin, effectivement, la nature ne peut pas s'exprimer sans qu'il y ait des personnes qui s'expriment pour elle. Et la loi de Wanganui en Nouvelle-Zélande est très bien. Il parle, les représentants, là, les deux personnes qui s'expriment au long de la rivière, sont la face humaine de la rivière. C'est comme ça dans le texte. Donc, on voit bien que la rivière est là, mais elle a une face humaine, une face nature, et c'est comme ça qu'on essaie de dialoguer. Et je pense qu'effectivement, enfin, tout l'enjeu est là. C'est aujourd'hui comment, sans revenir sur des travaux sociologiques, ethnographiques, quoi, comment éviter cette rupture qui est très à l'origine judéo-chrétienne, occidentale et qui s'est imposée dans le monde entier, imposée aussi avec une vision capitaliste. Et certaines personnes qui revendiquent les droits de la nature et qui font du plaidoyer pour la personnalité juridique sont effectivement très anticapitalistes.
Donc, il y a tout ce discours-là qui se mélange à la fois. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est probablement bien qu'il y ait une prise de conscience qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec la nature et que si finalement, il faut vraiment que ce soit du droit et qu'on rentre dans une relation plus juridique, plus judiciarisée pour être plus raisonnable, c'est peut-être bien. Mais certains des peuples premiers, en tout cas, ne se reconnaissent pas dans ce terme de droit de la nature parce que eux, ça ne correspond pas à leur vision du monde quand même. Et c'est un peu ce qui a été présenté par Sébastien Descola, je pense. Voilà. Mais nous, dans notre monde occidental, peut-être qu'il faut qu'on en passe par là aujourd'hui. Merci Cyril. On retiendra Sébastien et Descola. Sébastien, ça doit te faire plaisir. Voilà, vous êtes rangés dans la même famille. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien en tout cas que dans ce que vous avez présenté tous les trois, c'est des artifices qu'on invente pour redonner une place à ce qu'on n'arrive pas à concevoir au quotidien, peut-être effectivement par cette perte de relations plus spontanées ou plus naturelles que Christelle soulignait. Louis, vous aviez levé la main aussi, c'est peut-être pour un complément de réponse aussi. Ouais, Et puis j'ajoute, ensuite, ouais, pardon. ouais, et puis ensuite, on donnera la parole à Sandrine Roblin et puis à Fabien Loret qui ont aussi levé la main. J'ajoute juste qu'on ne peut pas dire que la nature ne s'exprime pas. Quand on voit des méga-feux et des inondations et des ravages de culture, il y a peut-être des choses qu'on n'écoute pas ou qu'on ne traduit pas comme la parole, mais qui en est une forme. Et justement, nous, c'est un bel enjeu dans notre projet, c'est de faire arriver d'autres modes de parole aussi que la parole institutionnelle dans les institutions, quoi. Comment est-ce que pour parler au nom de parce que je l'ai pas bien expliqué, mais dans notre dispositif, on est tiré au sort et on a une espèce attribuée à représenter. Si je dois parler au nom du Martin Pêcheur, est-ce que j'y vais en costume cravate dans un micro en commençant mon intervention par cher membre du conseil administratif, j'aimerais vous parler du Martin Pêcheur. Enfin, il y a peut-être d'autres, il y a plein de manières de parler ou de faire passer la parole du Martin Pêcheur dans un cercle de décision. Ça, c'est assez passionnant comme question aussi. Et du coup, je dirais pas que je pose. Oui. Et vous avez dit dans votre question, c'est très centré sur l'humain. Enfin, c'était vachement l'humanité versus la nature, alors que là, ouais, c'est pas l'humanité. Il y a des humains qui sont déjà très respectueux, qui sont déjà à l'écoute. C'est vraiment nos décideurs, ceux qui sont très soucieux du développement de leur territoire, mais parfois en écoutant pas assez d'autres enjeux que le développement économique d'un territoire. Merci Louis. Alors, on va donner la parole à Sandrine Roblin, si vous voulez bien vous présenter en un mot, et puis allez-y, posez votre question. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ici Sandrine Roblin, je vous contacte de la forêt brocéliande où je travaille sur ces mêmes questions des cohabitations entre humains et non humains en faveur de la biodiversité. Et forêt de Brocéliande, on est dans un milieu rural et ce qui pose aussi des soucis de cohabitation entre notamment des agriculteurs et des espèces protégées, au sens où c'est pas parce qu'une espèce est protégée à ce statut-là qu'elle est vraiment protégée dans les faits. Et la question que je me pose, c'est comment on fait dans cette situation où à la fois il faut des nouveaux récits du vivant, une culture du vivant qui soit bien intériorisée pour qu'on puisse vraiment développer aussi des personnalités juridiques. Et en même temps, pour développer des personnalités juridiques, il faut ces nouveaux récits du vivant. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose du serpent qui se mord la queue. Les personnalités juridiques supposant des nouveaux récits, les nouveaux récits supposant quand même une reconnaissance juridique pour que ce soit effectif dans l'action. Et ce que je me pose, c'est dans ce laps de temps, parce que je crois que c'est qu'une question de temps, parce qu'en effet, beaucoup de personnes travaillent sur ces questions et on avance petit à petit. Comment faire pour engager à reconnaître les autres vivants, les non-humains vivants, alors que reconnaître la présence de ces non-vivants, ça met complètement en cause l'activité même. Je pense par exemple à l'agriculture.
Si, par exemple, je lui dis, voilà, en face, là, il y a un engoulevent d'Europe, tu peux pas raser ta haie parce qu'il y a un engoulevent dedans, bah, ça va pas du tout l'arranger. En fait, ça va pas du tout Très l'arranger. bien. Au-delà de ça, lui dire, bah voilà, là, tu pulvérises des pesticides, ça tue la biodiversité, c'est un problème. Ce que ça cause, c'est encore pire parce que ça cause un déni et de l'opposition. Alors que si cette opposition, elle est là, c'est compliqué de pouvoir avancer. Très Est-ce bien. On a noté votre question. Merci beaucoup. Sébastien, Cyril, Louis, est-ce que ça vous inspire une réponse? Alors, merci beaucoup. En plus, Sandrine, on entendait les oiseaux derrière votre voix, donc c'était vraiment tout à fait de circonstance. Je ne sais pas si j'ai la réponse à ça, mais en fait, si on donne un statut juridique à un habitat ou à une espèce, c'est parce qu'on essaye de trouver un autre moyen d'éviter des dégâts. Donc, c'est un peu par défaut. Et c'est surtout, c'est ce que j'essaie de dire dans la présentation, c'est donner un droit à vivre qui est intrinsèque à l'écosystème sans qu'il soit obligé de servir à quelque chose. Et ça, c'est quand même, quand même des questions qu'on se pose peu. Et c'est là où c'est important. Et puis, pour répondre à Christelle, c'est pas le fait de faire ce genre de démarche, c'est pas une des initiatives qui est occidentale, puisqu'on voit que la Déclaration universelle des droits de la terre-mère, c'était à l'initiative des peuples amérindiens, qui pour la plupart sont animistes. Hein. Donc, même eux, qui n'ont même pas de rapport à la nature, puisqu'en fait, ils sont dedans, donc ils n'ont pas de terme pour désigner la nature, puisqu'ils sont tellement intégrés dedans qu'ils n'ont pas nécessité à avoir un terme. Et ben, ils ont fait cette initiative pour déclarer des droits à la terre. Donc, c'est parce qu'ils se sentent bien qu'il y a des menaces et c'est un outil qu'ils espèrent être plus efficace que les autres pour donner juste un droit à vivre aux espèces et à la nature sans autre considération que leur présence, quoi. Merci, Sébastien. Alors, Fabien, il y avait une question de Fabien. Oui, bonjour à tous et merci pour les interventions. Moi, j'allais un peu dans le sens de ce qu'a dit Sandrine. La question, c'était, mais j'ai pas les oiseaux moi derrière, mais je suis directeur de la partie environnement et biodiversité de SCE, du groupe Keran, et je m'interrogeais sur cette voie donnée effectivement autour de table aux vivants, qui me semble une très bonne idée, mais j'ai du mal à la concevoir dans son côté binaire ou un peu extrémiste, quoi. C'est-à-dire que le vivant, s'il s'exprime, forcément peut venir à l'encontre de sujets économiques ou sociaux. Et comment on peut modérer une voie comme celle-ci, parce que voilà, nous on aménage. Si le vivant en prend trop de place, on ne fait plus rien. Et ça, c'est un vrai sujet avec nos équipes. Donc c'est vraiment le côté binaire et de cette voie du vivant. Pour répondre rapidement, moi je pense qu'on a ce genre d'initiative parce que justement le vivant ne prend pas assez de place et il est bouffé c'est plutôt l'inverse ce qui se passe. Hein. C'est pour lui donner un poids supplémentaire pour qu'il puisse un peu se défendre par rapport à l'humain qui prend énormément de place. Et on est loin d'avoir le vivant qui prend trop de place par rapport à l'humain, parce que pour moi, c'est complètement inversé. Ouais. Oui, c'est la question du poids et de la mesure. Mais effectivement, j'entends qu'il faut aller plus vers ça, mais comment c'est comptabilisé dans l'ensemble de la réflexion, quoi. C'est une question d'échelle. Vas-y, Cyril. Juste, moi j'aime bien cet argument qu'on entend très souvent, je trouve, et le contre-argument, c'est de se dire, mais les patrons, ils ont bien accordé des jours de repos à leurs salariés, et on pourrait se dire que on a donné du pouvoir aux salariés face aux patrons et que l'entreprise ne fonctionne plus. Alors qu'en fait, on voit quand même que ça fonctionne bien. Donc ça, c'est plutôt un retour un peu historique, j'allais dire, et on peut prendre le cas de toutes les personnes à qui on a progressivement reconnu des droits sociaux, quels qu'ils soient.
Et après, je pense que en fait, on s'aperçoit en tout cas que il y a derrière cette demande de droit de la nature, il y a aussi une demande de prendre en compte souvent localement plus les personnes qui vont un peu se dire, ben moi, je m'exprime au nom de telle espèce ou on ne prend pas compte de ça. Et c'est du coup aussi un outil pour favoriser encore plus ou peut-être différemment la participation des citoyens et des collectifs locaux. Et du coup, c'est pas forcément la nature va pas venir, je pense, bloquer tous les projets. Enfin, moi, je vois, quand j'en discute sur le Rhône, les personnes vont pas me dire on veut faire sauter tous les barrages ou on veut plus de digues, mais il y a une demande de dire mais nous, on compte, on a une vision différente un peu, une relation différente. On veut pas le pont là, on le verrait plutôt là. Ils nous écoutent pas, mais pourtant, on sait que… Et donc, il y a vraiment cette notion, je pense, de objet socio-nature et de relations qui peut-être va faire que forcément, les projets d'ingénierie seront probablement différents. Mais je ne pense pas que ce soit une lutte l'un contre l'autre, quoi. Ok. Merci Cyril. Merci Cyril. Je veux bien répondre aussi, si c'est possible. Je vais faire très court. Mais tu commençais, Cyril, vous commenciez par l'exemple de l'arbre pour une station de ski. Si on lui demande est-ce qu'il veut être coupé, l'arbre dira non. Je pense que la discussion, elle doit avoir lieu à une autre échelle. Et en tout cas, ce qu'on propose, nous, c'est d'avoir une réflexion plus sur alors je vais dire un gros mot, je vais dire les communautés biotiques aussi, et de dire, c'est pas arbre par arbre, mais c'est à l'échelle du bassin de vie, par exemple, de demander à la communauté des arbres ou la communauté biotique d'un espace, d'un milieu naturel, quelles sont ses limites, et si elle doit poser des limites à son bon fonctionnement, à son épanouissement, quelles seraient-elles? Et donc, c'est pas. Mais c'est sûr que demander à des gens de représenter une espèce, ça va créer plein de cosmologies différentes et d'affects et d'attachements différents. Et certains vont peut-être se dire non, ne touchez pas à un seul hérisson, à un seul écureuil, ou ce n'est pas possible de mettre en péril un seul membre de cette espèce. Et d'autres, et ça sera difficile de dialoguer avec eux. Et d'autres peut-être comprendront l'intelligence collective qu'il y a à mettre dans ces exercices-là. C'est ça. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 2 questions rapides. Christelle et puis François. Non, laissez d'abord François et après je parlerai. J'ai déjà parlé. Très bien. Alors, François. Ah, ton micro. Et j'allume le son. Vous m'entendez? Ok. Oui, c'est bon. Ouais, bonjour. Il y a eu quelques éléments de réponse. Donc, François Delaveau. En fait, moi, j'ai toujours l'impression qu'on respectera jamais mieux le vivant, et le vivant non humain, que quand on se respectera entre vivants nous-mêmes. Je dis ça parce que, bon, il y a énormément de guerres de par le monde. On voit les effets néfastes que ça peut avoir. Et je reviens sur un aspect très terre à terre, c'est une question pour Louis Augereau. Comment, au niveau du Parlement du vivant, vous pouvez, quels outils vous avez quand on est sur des oppositions irréconciliables? On va parler des méga-bassines, où on a des intérêts très divergents entre des gens, si on prend les soulèvements de la terre d'un côté, et puis des agriculteurs. Comment vous traitez ça? C'est une très bonne question, mais comme je ne l'ai pas encore fait, je n'ai pas la réponse parfaite. C'est vraiment une histoire de partenariat entre la collectivité qui va porter cette démarche et ses porte-paroles. On n'enverra pas un porte-parole tout seul face à un agriculteur défendre son espèce ou son milieu. Il faudra des gens un peu outillés aussi pour le dialogue dans la boucle. Et c'est dans les rôles dont je parle, enfin, que je vous ai rapidement présenté tout à l'heure, il y a des rôles comme ça qui sont dédiés à être l'interprète, l'ambassadeur du micro-parlement auprès d'autres institutions aussi. Premier élément de réponse. Et après, l'idée, c'est pas d'en faire le cercle de décision, le cercle où sera prise une décision,
mais d'intégrer ce collectif à des cercles de décision existants. Mais est-ce qu'un micro-parlement des espaces naturels, des vivants, aurait le dernier mot sur l'installation d'une méga-bassine sur sa commune? Non, ce ne sera pas lui qui aura le dernier mot. Comme un conseil de quartier n'a pas le dernier mot, comme un conseil d'entreprise n'a pas le dernier mot. Mais j'ai l'impression d'avoir évité votre question. Non, c'est pas évident. Ok. Mais au passage, j'en profite, vous saluerez bien Amandine Lolo de ma part, que j'ai connue dans une ancienne vie. Ah. Bon, François Delavaux, je lui dirai. Ok. Voilà. François qui est responsable du domaine maîtrise d'œuvre en hydraulique et en eau et assainissement. Voilà. Et François, faudra peut-être choisir un cas pilote un peu moins complexe qu'une méga bassine pour un coup d'essai. Ça marche. Voilà. Alors Christelle, Merci. vous aviez une dernière question? C'était pas tant une question qu'une réponse et puis une remarque aussi par rapport à ce que disait François. C'est quand je parlais des peuples des hachoirs, et que Sébastien, tu disais qu'ils avaient aussi mobilisé le droit et le fait d'avoir des éléments juridiques pour, quelque part de donner une personnalité juridique aux éléments de nature, et ce sont eux qui sont allés la chercher. Un jour, quelqu'un m'a dit que des fois, il fallait utiliser l'arme de l'ennemi pour pouvoir arriver à ses fins. Et pour moi, en fait, ces peuples-là n'ont pas besoin d'utilité juridique, sauf qu'en fait, c'est les gouvernements qu'ils ont en face, c'est le seul outil qu'ils ont pour se battre. Donc, en fait, ils sont allés chercher le droit dont ils n'avaient pas besoin pour leur relation à la nature pour pouvoir faire valoir le droit à la nature. Et c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure, c'est quelque part, la nature, elle a droit de citer intrinsèquement, elle n'a pas besoin de droit normalement. Et pour moi, ça reste toujours un défaut de l'humain, et je ne veux pas opposer humain non humain, enfin, pour le coup, je n'oppose pas, je trouve que l'humain, justement, avec cette procédure-là, encore s'extrait de la nature, mais quelque part, il n'a pas d'autre choix que de faire ça pour quelque part mettre en place des systèmes de gouvernance. Et quand je vous entends parler des rivières, quand je vous entends parler des micro-parlements, qu'est-ce que c'est si ce n'est quelque part des outils de gouvernance où on a introduit un acteur à qui on veut donner le droit de citer parce qu'on l'oublie. Et voilà. Et du coup, je trouve que c'est quelque part ces modalités de gouvernance, et là où je voulais revenir par rapport à François, c'est quand on arrivera, nous, humains, à s'occuper de nous, et on arrivera peut-être à s'occuper mieux de la nature. Et quelque part, ça témoigne de cette difficulté à, entre nous, arriver à nous mettre d'accord par rapport à des choses. Et je trouve que la remarque de François, elle est juste, c'est que nous-mêmes, on n'arrive pas à avoir des approches de gouvernance un peu... qui tiennent davantage compte de la nature. Et c'est ce qu'on essaie de faire, micro-parlement, donner une voix citée à la rivière, à quoi que ce soit. C'est quelque part des outils de gouvernance en utilisant un outil qui est le droit pour remettre devant, au premier plan, la nature et essayer de s'inclure dedans. Chose que les peuples dits premiers, c'est un peu bizarre, premiers, n'ont pas besoin de droit. Ils sont dans la nature, ils vivent avec elle, ils parlent avec elle, ils rêvent d'elle. Enfin, voilà, du coup moi, ça me donne cette impression. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Je dis que quelque part, on se fait rattraper par la nature parce qu'effectivement, elle ne parle pas, mais elle s'exprime. Enfin, et tout le monde le sait que quand il fait chaud, quand on n'a pas d'eau, quand ceci, quand cela, la nature, elle n'a pas besoin de l'homme. On pourra disparaître de cette planète, que la planète, elle continuera à vivre. C'est nous qui avons besoin d'elle. Et c'est plutôt dans ce sens-là. Et du coup, je pense que des fois, on pourrait faire preuve de davantage d'humilité vis-à-vis d'elle. Et même s'il y a des enjeux économiques, sociaux, etc., ces enjeux économiques et sociaux, ils dépasseront jamais le fait que si on veut vivre, il faut qu'elle soit là, quoi. C'est juste ça, c'est juste un besoin vital. Et voilà, et quels que soient les enjeux économiques ou sociaux, c'est à la rigueur à nous de bouger le système, que la manière dont on fait nos transactions socio-économiques, c'est quelque part Bon, bref, après, je m'emballe. Donc, je vais m'arrêter là. Non, mais c'est vrai, je comprends très bien ce que vous dites. C'est-à-dire que finalement, tout ce qu'on invente, ça parle plus de nous que de la nature, et ça parle plus de moyens qu'on essaie de mettre en œuvre pour limiter notre propension à être une espèce invasive, et donc limiter nos propres
impacts négatifs. Voilà. On va clore ce hub. Je propose par une ou deux paroles, une ou deux phrases maximum de nos intervenants, si vous voulez dire quelque chose en conclusion, en ouverture, en suspension. Voilà, et puis il me reste à vous remercier très sincèrement. Je tiens à rappeler que nos intervenants sont ici bénévolement, qui donnent de leur temps pour préparer ces interventions, pour les partager avec nous. Et donc, au nom de tout Keran, je voudrais vous en remercier très chaleureusement. Voilà, alors on commence ce tour de table, peut-être dans l'ordre où vous êtes intervenus, en commençant par Cyril. Merci. Alors, un petit mot de conclusion et peut-être ça répondra aux derniers échanges. Je pense que la procédure, ou l'idée, c'est de décentrer le regard. Et effectivement, si on prend les bassines et les agriculteurs, peut-être qu'il faut à un moment donné se dire, mais si on prend les choses autrement, c'est-à-dire l'agriculteur, il a besoin d'un revenu, peut-être que pourquoi le système ne lui permet pas d'avoir un revenu comme il faut au bon moment, les bassines, pourquoi ça bloque, pourquoi il y a des gens qui sont pour. Et en fait, c'est un petit peu ça la question que je vois sur Rhône, où les personnes qui font le plaidoyer pour la personnalité juridique du Rhône disent, mais on va nous faire un nouveau barrage, mais est-ce qu'on a besoin de cette énergie en fait? C'est ça la question. Et c'est là où on veut interpeller plus globalement les décideurs. Et je pense que c'est effectivement un besoin parce qu'on est un peu bloqué sur certaines approches dans la façon dont on fait notre modèle de développement aujourd'hui. Voilà. Merci bien pour l'invitation. Merci beaucoup à vous. Sébastien, une phrase ou deux? C'est pas évident. Ou un mot? Non, moi je dirais qu'effectivement, pour ce que disait Christelle, c'est vrai que le prendre soin de soi-même et puis des autres humains, c'est déjà un premier, et les respecter, c'est déjà une première étape qui faciliterait beaucoup après le dialogue entre humains pour après mieux respecter la nature. Et donc il faut commencer par là, et notamment tout ce qui est inégalité sociale, ça empêche énormément d'initiatives écologiques, et le social et l'écologie sont extrêmement liés pour moi, même complètement indissociables. Merci Sébastien. Et alors Louis, pour clore ce petit... ça, très vite, téléchargez-le, lisez-le, partagez-le, et au plaisir d'en discuter avec vous. On cherche des territoires partenaires, donc des collectivités partenaires, mais éventuellement des personnes qui sont intéressées par le projet à d'autres titres. Vous avez normalement de quoi m'écrire. Et moi, je vous invite ce soir à être disponible à une rencontre avec une espèce, que ce soit chez vous, dans un jardin sur votre trajet, et posez-vous la question. Qu'est-ce qu'elle a à dire et comment vous auriez envie de la représenter si jamais vous deviez porter la parole de cette espèce. Merci beaucoup Louis pour cette invitation qui peut nous guider chacun au sortir de ce hub. Merci beaucoup à toutes et tous, et au plaisir de vous retrouver pour le prochain hub. Je renouvelle mes remerciements aussi à toute l'équipe d'organisation du hub, Julie, Marine et Rose. À bientôt et très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bravo. Merci, au revoir.